je vais faire un commentaire à la fois de cartes que vous connaissez sûrement, que vous connaissez peut-être moins, et aussi j'ai aussi introduit quelques photos, parce que quelquefois les photos ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles donnent à voir tout un contexte. Elles donnent à voir ce qu'est une réalité politique. Et vous allez voir, il y a quelques photos qui sont très, très parlantes pour faire les choses de manière plus parlante et plus structurée. J'ai divisé cet exposé en plusieurs parties. D'abord, une première réflexion où il y aura une dizaine de diapos sur le contexte de la région, les rapports de force, ce qu'on pourrait appeler les logiques impériales. Ensuite, on a une série sur les aspirations nationales. Il y a eu un débat ce matin pour voir quelles étaient les aspirations des uns et des autres. Je voudrais en dire un mot. Puis ensuite, il y a eu, troisième point, les territoires arabes de l'Empire ottoman qui ont été distribués, divisés par la France et la Grande-Bretagne. Et enfin, il y a la Turquie. Et je crois que c'est intéressant de voir un peu ce qu'est devenu la Turquie entre Sèvres et puis Lausanne. Donc voilà les quatre temps de cette réflexion géopolitique. Et je terminerai par deux cartes qui sont des cartes de synthèse qui vont tout récapituler pour qu'on ait une idée claire. Alors, on commence par celle-ci. Ça ne vous étonnera pas, mais ça donne une idée assez globale de la situation à la veille ou au début de la Première Guerre mondiale. Et on voit que l'Empire ottoman s'étend de manière assez différenciée. C'est-à-dire que vous avez ici, alors j'ai un principe, voilà, vous avez ici, dans cette partie, la partie pleine souveraineté, où les Ottomans exercent effectivement leur souveraineté. Ici, nous avons affaire à une souveraineté qualifiée de nominale, et tout autour, ce sont les possessions, les contrôles de la Grande-Bretagne. Ça remonte au début du 19e siècle. Ils sont aussi, bien entendu, en Égypte depuis la fin du 19e. Et vous avez donc là, en un seul regard, tout ce que Henri Laurence expliquait ce matin, c'est-à-dire l'importance de cette région par rapport à l'Empire des Indes. C'est un point de départ tout à fait important. La route va par le golfe Persique, avec Basra, ou bien elle va par le canal de Suez, qui sera ouvert en 1869. Donc on est vraiment dans une dimension stratégique tout à fait essentielle. Et les Britanniques ont donc un regard sur cette région qui est très particulier parce qu'il est tout à fait vital. Cette région est vitale par rapport à leurs intérêts dans l'ensemble du monde, mais évidemment par rapport à l'Empire des Indes, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la France, qui n'a évidemment pas ce type d'exigence. Et quand on regarde de plus près les discussions entre Britanniques et Français, on voit que les Britanniques avaient vraiment une vraie vision stratégique, les Français sans doute un peu moins, d'autant plus qu'il y a eu des changements de gouvernement. Alors, on arrive dans cette première carte que vous reconnaissez tous, et c'est l'idée que ces territoires arabes de l'Empire ottoman vont être partagés entre les grandes puissances impériales, la France et la Grande-Bretagne. Et tout à l'heure, on avait là encore un résumé très facile, très simple, qui était la Syrie d'un côté, la Grande Syrie d'un côté, et l'Arabie de l'autre. Et on voit bien que la ligne ici, on va le styliser. Voilà, ça c'est stylisé, on voit mieux les choses. On voit quel était le partage à ce moment-là entre les Français et les Anglais. Vous avez ici dans la partie A et B, vous avez ce qu'on appelle les zones d'influence, c'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir simplement des conseillers militaires français et britanniques, tandis que sur les deux autres zones, bleu foncé et rouge, on est sur du contrôle direct parce que, par exemple, ici, on voit bien les intérêts britanniques à Basra et donc ils entendaient conserver la maîtrise complète de ces territoires. Et on a donc ce partage avec, et à l'exception d'Haïfa, on a cette partie-là qui est évidemment essentielle, qui est la Palestine, dont on considère à ce moment-là qu'elle ne sera ni britannique ni française, mais que ce sera une zone internationale. Et dans ce découpage, je voudrais insister sur un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, à savoir Mossoul. Vous voyez que Mossoul fait partie intégrante de la zone française. Donc voilà, on en est là en 1916, mais en même temps, je crois qu'il y a une réflexion très simple à se faire.
c'est quand on parle d'accords diplomatiques, il faut toujours avoir cette dialectique entre le diplomate et le soldat. Autrement dit, les diplomates peuvent énoncer un certain nombre de choses. La réalité, ensuite, c'est celle du terrain et c'est la réalité militaire. Et donc, je crois qu'on ne peut jamais se satisfaire d'un accord quel qu'il soit entre diplomates si on n'examine pas aussi ce qui s'est passé sur le plan militaire. Et voilà quelques cartes que j'ai trouvées qui sont intéressantes. Alors, celle-ci, vous dit peut-être pas grand-chose. C'est ici une des batailles. Nous sommes en 1917. C'est-à-dire quelques mois après les accords de Sykes-Picot. Et nous avons ici une bataille clé, puisque ici se trouve Jérusalem, ici se trouve Gaza, pour vous situer la région. Et donc, ce sont les troupes britanniques qui arrivent évidemment d'Égypte et qui est toute la campagne de 1917 de l'armée britannique. L'armée française pèse pratiquement rien à ce moment-là dans ces batailles. Et vous voyez que le grand enjeu à ce moment-là pour les Britanniques, c'est évidemment de prendre la Palestine et Jérusalem. Et nous avons là les différentes étapes. Il y a eu plusieurs batailles. Les Ottomans ont été particulièrement coriaces. Et finalement, les Britanniques sont passés par Beersheba pour pouvoir atteindre Jérusalem. Et par conséquent, les accords Sykes-Picot, c'est une chose, mais la réalité du terrain, et notamment cette bataille ou ces batailles de Gaza, sont tout à fait essentielles. Et ça permettra aux Britanniques d'entrer à Jérusalem. Et là, vous avez l'entrée d'Allenby à pied à Jérusalem. Et voilà une photo qui résume assez bien les choses. On a les Britanniques. Là, ici, on doit avoir derrière François-Georges Picot, qui est à quelques pas derrière. Et c'est un scénario qui a été très méticuleusement monté pour faire en sorte que les Britanniques montrent bien leur suprématie. Et ils ont décidé donc d'entrer à pied par respect pour Jérusalem. Et vous avez là une très belle image qui synthétise un peu la région. Et ça veut dire que nous sommes en décembre 1917. Ça veut dire que nous sommes un an après Sykes-Picot. Et nous sommes quelques semaines après la déclaration Balfour. C'est-à-dire que la déclaration Balfour est d'autant plus possible que l'armée britannique a pris pied en Palestine. Si on va de l'autre côté maintenant, c'est-à-dire la région de Basra, ici, eh bien là aussi, nous avons des batailles très importantes et très difficiles qui ont démarré en 1915-1916 et qui vont voir les armées britanniques finalement l'emporter, mais dans des conditions qui sont particulièrement lourdes. Enfin, il y a eu des pertes considérables. Et j'ai pris une photo. Là, nous sommes nous sommes ici à Basra. Donc, si on va plus au nord, on se retrouve à Bagdad. Et ici, c'est Kout al-Marla. Et on va voir une image que j'ai prise parce que elle donne à voir une chose très concrète, c'est-à-dire que nous sommes ici avec l'armée des Indes, c'est-à-dire que ça nous rappelle que ce sont des logiques impériales. Cette photo assez terrible, elle montre toutes les difficultés de l'armée des Indes. Une partie de la garnison britannique avait été complètement assiégée par les Ottomans à Kout, que j'ai vu sur la carte tout à l'heure. Et voilà un peu l'état des soldats, qui sont des soldats indiens. Ça nous donne à voir un peu ce qu'était la réalité politique de cette région. Et ça, c'est la suite des opérations militaires qu'on vient de voir. Et c'est donc l'entrée des troupes britanniques à Bagdad. Et là, ils rentrent à cheval, pas à pied. Mais ça vous donne aussi une idée très concrète de la situation à l'époque. Là, nous avons les trois personnages qui vont être au cœur de toutes les négociations. Nous étions en 1916. En 1917, nous arrivons à la fin de la guerre et les personnages clés sont Wilson, Clemenceau et Lloyd George. Et quand on regarde ces trois personnages, on voit qu'en fait, il y en a deux qui vont compter de manière décisive, puisque les positions de Wilson, qui sont notamment fondées sur le droit à l'autodétermination des peuples, sur l'idée qu'on ne doit pas coloniser. Enfin, on a toute une idéologie nouvelle qui va donner naissance notamment à la SDN, est tout à fait à l'opposé des deux représentants, et surtout celui-là, qui sont les représentants des grands empires coloniaux et qui n'ont qu'une envie, c'est se partager les dépouilles de l'Empire ottoman. Et comme Wilson ne va pas pouvoir faire ratifier le traité de Versailles en 1919, 1920, les États-Unis vont se retirer complètement de la région et Wilson lui-même sera atteint d'une maladie assez grave assez vite. Donc on a en fait deux personnages qui vont décider du destin
du Proche-Orient, Clémenceau jusqu'en janvier 1920, puisqu'après, il va quitter le pouvoir. Lloyd George ne quitte le pouvoir qu'en 1922. Si on fait le bilan entre, d'un côté, ce qui étaient les accords Sykes-Picot, et de l'autre, la réalité militaire, ça nous donne une prépondérance britannique très forte. Et nous avons, entre Clémenceau et Lloyd George, ça a été évoqué par Henri ce matin, il parlait de la rencontre à l'ambassade de Londres. Et voilà le texte exact tel qu'il a été reproduit par Maurice Hankey, qui était le secrétaire du gouvernement britannique. J'ai voulu que vous l'ayez sous les yeux, parce que c'est tout ce qu'on a sur le plan historique dans cette discussion qui a lieu donc le 1er décembre 1918 entre Clémenceau et Lloyd George. Et vous voyez ce que ça donne. Quand ils furent seuls, Clémenceau dit « Bien, de quoi devons-nous discuter ? De la Mésopotamie et de la Palestine », répondit Lloyd George. « Dites-moi ce que vous voulez », demanda Clémenceau. « Je veux Mossoul. » Vous l'aurez. « Rien d'autre ? Si, je veux aussi Jérusalem. » Et Clémenceau répond « Vous l'aurez. » Vous avez donc en quelques phrases, en quelques secondes presque, un basculement assez considérable. Et quand on parle des accords Sykes-Picot, ça n'a pas beaucoup de sens si on ne rappelle pas cette réunion qui se tient à Londres. Et j'ajouterais que cette réunion qui se tient à Londres, elle ne peut se faire que parce qu'on a vu précédemment les campagnes militaires. C'est-à-dire qu'en fait, qui est en Grande-Bretagne, qui domine la Mésopotamie, c'est la Grande-Bretagne. Qui domine la Palestine, c'est aussi la Grande-Bretagne. Donc nous sommes dans une situation où le rapport de force est évidemment britannique. Et il faut ajouter que Clémenceau est beaucoup plus préoccupé par ce qui peut se passer sur les rives du Rhin, sur l'Allemagne, que ce qui peut se passer là-bas, bien qu'il est parfaitement conscient de l'importance de Mossoul du point de vue pétrolier. Et il y aura toute une discussion sur ce que la France pourra retirer dans l'exploitation du pétrole de Mossoul. Il y aura une série d'accords qui vont se faire. Mais on voit bien que là, en l'espace de quelques instants, on a véritablement un accord qui va sceller, si on réfléchit bien une seconde, qui va sceller le destin de la Palestine, parce que ça va devenir en réalité sous domination britannique. On va y revenir, évidemment. Et quant à Mossoul, vous connaissez tous très bien la région, je le sais, donc vous voyez ce que ça peut signifier. C'est-à-dire que les Kurdes, qui auraient pu être dans le giron syrien, sont finalement dans le giron irakien, étant entendu qu'en plus, les Turcs vont réclamer, on va y revenir aussi, pendant plusieurs années, ce vilayet, car c'est dans le système ottoman un vilayet, et c'est la SDN qui, en 1925, va trancher pour faire en sorte que le vilayet de Mossoul, finalement, soit effectivement attribué à l'Irak. Voilà cette première idée que je voulais développer, c'est-à-dire nous avons vraiment des logiques impériales qui s'imposent à tous égards, sans qu'on s'intéresse beaucoup à ce que veulent les peuples de cette région. Alors bon, là c'est une photo qui est très connue, qui est la photo du traité de Versailles, où on a les trois, plus à gauche on a Orlando. On retrouve ici les plus principaux personnages de ce grand théâtre politique. Alors, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est... on a ces quatre personnages, et en fait, principalement les deux, même si Wilson joue un rôle très important jusqu'à un certain moment, ils sont donc dans une logique coloniale, impériale. Ils se partagent cette région, et on l'a vu simplement entre deux leaders qui décident du destin des peuples. Là, nous avons maintenant quelque chose qui se passe dans les premières semaines de 1919, c'est les revendications nationales des différents peuples. C'est-à-dire que vous avez une sorte de défilé des délégations qui viennent du Moyen-Orient et qui viennent dire ce qu'elles souhaitent pour leur destin. Et on a d'abord les Libanais, et principalement il s'agit ici des Maronites, qui veulent en fait un grand Liban. Ils sont sur le mont Liban et ils veulent obtenir à la fois un accès à la mer et un accès à la plaine de la Beka. Et ces revendications libanaises, qui sont adressées par le patriarche maronite à Clémenceau, eh bien, seront acceptées. On a là la formation, on va y revenir aussi, la formation du Grand Liban contemporain, qui correspond pour l'essentiel
aux revendications qui avaient été celles des Libanais maronites. Donc les Libanais, en tout cas les Libanais maronites, obtiennent gain de cause puisque leur État sera créé par, je vais y revenir, le général Gouraud en septembre 1920. Ça, la deuxième type de revendication, ce sont les Kurdes. Et les Kurdes vont venir faire une revendication. Alors, cette carte donne une idée générale des choses, mais les Kurdes, évidemment, souhaitent avoir un État kurde, et donc il y a cette revendication d'un État kurde, et ce sont, quand on regarde de plus près sur d'autres cartes, des régions qui sont vraiment peuplées par les Kurdes. Ici, on n'a pas de frontières, vous les avez certainement en tête, mais vous voyez que ça prend dans la partie contemporaine, c'est une bonne partie de la Turquie, évidemment, et de l'Irak. Mais à cette époque, donc, on est dans cette revendication kurde, et une revendication qui sera non pas satisfaite, mais dont on va envisager dans un traité, le traité de Sèvres, de satisfaire ces revendications. Alors ça, c'est une troisième revendication, qui d'ailleurs empiétait beaucoup sur les revendications kurdes. En fait, une partie des territoires arméniens et kurdes, en tout cas revendiqués par les Arméniens, revendiqués par les Kurdes, sont des territoires qui sont un peu les mêmes. Et on a là des cartes superposées qui sont assez intéressantes. Il ne faut pas oublier une chose qui est absolument fondamentale, c'est que là, nous sommes donc en 1919, 1920. Il y a eu en 1915 le génocide des Arméniens, dont je reparlerai tout à l'heure. Et donc les Arméniens ont connu, enfin, c'est de l'ordre d'1 million de morts, 800 000, 1 million de morts, dans des conditions atroces, évidemment. Et cependant, il y a des délégations arméniennes qui viennent à Paris avec des postures en plus différentes. Certains sont pour une Arménie relativement limitée, d'autres pour une grande Arménie. Ils finissent par faire une seule délégation. Bref. Et donc, on se met d'accord pour envisager la création d'une Arménie, mais d'une Arménie dont on n'a pas les contours précisément, et on va s'en remettre à un arbitrage qui est l'arbitrage de Wilson, et on va dire, voilà, il y aura un État arménien selon les limites qu'aura proposé Wilson. Et cet arbitrage, vous le voyez ici, ça se fait en 1920, novembre 1920, et donne une idée de ce qu'aurait pu être l'Arménie si on avait été au bout de cette logique politique et diplomatique, puisque là, on voit bien ce qu'est devenu, ce qu'aurait pu être l'Arménie. Vous avez ici les différents contours, et finalement, ça sera une petite Arménie qui va naître, celle qui sera en Union soviétique. Et donc, ça sera une tragédie terrible pour les Arméniens, puisque en fait, ils vont être pris en étau entre les forces kémalistes, on y reviendra tout à l'heure, et les forces soviétiques. Ce qui fait que les Arméniens qui espéraient avoir un État vont être complètement écrasés, et que toute cette discussion diplomatique est broyée par la réalité des rapports de force sur le terrain. Dois-je vous dire qui c'est? Ce que signifie ce document? C'est la déclaration Balfour. C'est la lettre de James Balfour qu'il envoie à Rothschild, et qui date, comme vous le voyez, donc de novembre 1917. Et cette lettre est évidemment, absolument essentielle. Et si vous regardez ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cet échange entre Clemenceau et Lloyd George, c'est-à-dire un échange de quelques minutes, et encore, je suis sans doute généreux, qui a bouleversé une partie de la région et des peuples, ce texte qui sort en novembre 1917, est très connu. C'est donc l'engagement du gouvernement britannique d'établir un foyer national juif en Palestine. On ne parle pas d'État dans ce texte, vous le voyez, on parle d'un national home for the Jewish people. Et c'est avec aussi une phrase qui est tout à fait clé. Il doit être bien entendu que rien de ce qui pourra être fait pourra porter préjudice aux droits civils et religieux des populations non juives installées en Palestine. Vous remarquerez, c'est l'énième commentaire, on ne parle pas de
political rights, on ne parle pas de droits politiques, on parle bien de droits civils et religieux pour les populations non juives. Et ce texte, évidemment, est tout à fait essentiel. Et vous avez une phrase un peu plus haut qui dit que la Grande-Bretagne fera tous ses efforts, the best endeavors to... Voilà, vous avez ce texte. Et c'est combien? C'est quelques lignes. Et ces quelques lignes ont été, évidemment, absolument décisives. Nous sommes en 1917, et je reviens à 1919, c'est-à-dire au moment où on discute des découpages et des possibles États au Proche-Orient. On a là une carte qui est une carte aussi très connue. Ce sont les demandes qui sont les demandes de l'organisation sioniste en février 1919. Et vous la connaissez certainement. Elle prend une part de ce qui finalement va devenir le Liban, parce qu'il voulait pouvoir contrôler toutes les sources d'eau qui sont ici dans cette région-là. Et cette ligne suit le chemin de fer qui va de Damas jusqu'à la Mecque. Et donc, on a ici ce tracé, ce qui implique évidemment que le mouvement sioniste souhaitait avoir l'intégralité de la Palestine avec toute la vallée du Jourdain. Et tous ceux qui connaissent la région savent que le Jourdain, c'est un tout petite rivière. Et donc, il y avait une logique assez évidente de réclamer cet ensemble. Et donc, les mouvements sionistes, c'est une carte qu'a proposée Haïm Weizmann, qui fait qu'il souhaitait avoir ce vaste territoire pour y établir le foyer national juif qui était prévu par la lettre qu'on a vue tout à l'heure. Alors ça, c'est quelques photos de la même période, et je trouve aussi que c'est intéressant, ces photos. Vous le reconnaissez sans doute, c'est Faisal. C'est Faisal. Là, c'est un personnage que tout le monde connaît, qui est Laurence. Là, c'est Nouri Saïd. Là, c'est un capitaine français dont j'ai oublié le nom. Là, je crois que c'est le serviteur de Faisal. Et vous avez, ils sont à ce moment-là à Paris. Là, je crois qu'ils sont à Versailles, plus précisément. Et ils viennent négocier. Et cette image est intéressante parce qu'on voit qu'il est là, mais il y a la France et la Grande-Bretagne qui ne sont pas loin, quoi. Et en particulier, le fameux, le légendaire Lawrence, colonel Lawrence. Alors, ça, c'est une carte. Alors, c'est compliqué, je ne vais pas entrer dans tout ça, mais c'est une carte qui montre un peu les contradictions au sein même des positions britanniques. C'est-à-dire que pour un homme comme Faisal, il fallait comme Lawrence d'Arabie, il fallait envisager vraiment un vaste territoire syrien pour les Arabes, pour Faisal. Il a longtemps, et d'ailleurs c'était toute sa démarche lorsque la révolte arabe a été conduite en 1916, qui part du Hedjaz pour aller jusqu'à Aqaba. Et la grande idée de Lawrence, c'est effectivement de donner aux Arabes un royaume arabe. Il y a de la part de Lawrence un engagement assez fort auprès de Faisal. Et donc il imagine ce territoire, et qui renvoie à ce qu'Henri Laurence a évoqué ce matin, c'est-à-dire la correspondance qu'il y a eu entre Hussein de la Mecque, c'est-à-dire le shérif de la Mecque, et puis Marc Mahon, qui était le représentant britannique au Caire, où il y a eu des échanges de correspondance, où justement le shérif Hussein de la Mecque demandait un État qui, lui, pour le coup, prenait l'ensemble de toute la région. Et les Anglais, évidemment, ont répondu de manière assez... comment dirais-je, nuancé, et ça n'a rien donné de précis, bien qu'il restait le fait que les Britanniques s'engageaient, on connaît ça très bien, s'engageaient auprès des Arabes, et donc du shérif Hussein de la Mecque, pour qu'il y ait un État arabe, un vaste État arabe. C'était quand même ça le sens de ces accords. Et là, on en voit une trace. Il y a eu beaucoup de cartes, beaucoup de débats à cette époque-là, y compris, je répète, entre les différentes personnalités, les décideurs britanniques. Là, vous avez Faisal, ici, et là, vous avez Haïm Weizmann. À la fin de 1918, début de 1919, il y a une discussion entre Faisal et Weizmann. Et cette discussion va donner lieu à un accord qui, en gros, va consister à ce que Faisal accepterait
l'idée du foyer national juif en Palestine, en échange de quoi il y aurait un État arabe indépendant avec Faisal. Bon, cet accord ne va rien donner, ça n'ira nulle part, mais on voit cette rencontre, il y en a eu quelques-unes, et ici, on voit que Weizmann a tout mis dans son, comment dirais-je, dans son protocole diplomatique pour essayer de montrer qu'il était très ouvert à l'égard des Arabes en s'habillant de cette façon. Ça, c'est un moment clé. Faisal, on vient de le voir, Faisal espérait avoir un grand État. Et il va proclamer en 1920 un vaste royaume syrien à partir de Damas, quand il sera arrivé à Damas. Et le général Gouraud, qui est ici, à cheval, qui est le haut-commissaire français pour le Liban et la Syrie, ne veut pas entendre parler, évidemment, d'un royaume arabe. Il s'agit, pour la France, de mettre la main sur toute cette région et de la contrôler directement. Et il y a une bataille, qui est une bataille clé, qui est la bataille de Meysaloun, qui a lieu en juillet 1920, et qui va faire que ces troupes que vous voyez là, qui sont largement des troupes coloniales, vont écraser l'armée de Faisal. Et par conséquent, l'idée du royaume arabe, en août, enfin juillet-août 1920, disparaît dans la réalité concrète. Et dès le mois de septembre, il y aura proclamation des mandats sur lesquels on va revenir, le mandat en Syrie, le mandat au Liban. On est donc déjà dans la troisième phase, qui est qu'il y avait des revendications, mais ces revendications, une fois encore, elles sont balayées par la réalité des rapports de force. Et là, ici, c'est une bataille importante qui va régler en une journée, je crois, une journée ou deux, qui va régler le sort de la Syrie et donc aussi du Liban. Après cette bataille, les Français sont donc en capacité de contrôler l'intégralité de la région qu'ils souhaitaient, mais ici, il faut faire un certain nombre de remarques. Première remarque, c'est qu'ils contrôlent une région qui n'est plus tout à fait celle prévue par les accords Sykes-Picot, puisqu'il y a eu cette fameuse rencontre le 1er décembre 1918. Par conséquent, toute la région qui est ici, et qui est la région de Mossoul, n'est plus dans le mandat qui sera proclamé à San Remo. Et là, dans les schémas qu'on a vus tout à l'heure, il y avait toute une partie ici au nord qui était la zone, la Cilicie principalement, qui était aussi attribuée à la France. Et ce sont les troupes kémalistes qui ont réglé la question. Donc par les armes, on s'est mis d'accord sur une frontière qui était tout à fait différente de celle que les Français et les Anglais avaient imaginée lors de leurs discussions multiples, et notamment dans ces accords Sykes-Picot. Donc ça devient la frontière avec la Turquie. Ici, c'est la ligne qui est donc modifiée. Par ailleurs, ce qui me paraît très important, c'est de montrer que la France a donc un contrôle sur les territoires moins étendus que prévu, mais en même temps, elle va chercher à diviser, à émietter. Et ce n'est pas un grand Liban et une Syrie qu'on va créer à ce moment-là. C'est en fait, vous voyez, plusieurs États, l'État de Damas, l'État d'Alep, le Sandjak d'Alexandrette, qui lui aura un destin très particulier, parce qu'en dernière instance, il sera rattaché à la Turquie en 1939. Donc la Syrie va perdre le Sandjak d'Alexandrette, après bien longtemps, enfin en 1939. Et puis les Alaouites, les Druzes, bénéficient d'une forme d'autonomie. Autrement dit, on est là dans l'instrumentalisation des identités de manière assez claire. Et c'est par ailleurs la fondation du Grand Liban, avec toutes les contradictions. Alors, les contradictions que vous connaissez, c'est-à-dire le fait que d'un grand État, d'un État qui était fondamentalement maronite, avec quelques Druzes, on en fait un grand pays où il y a sunnites, chiites, et on sait ce qu'il en est advenu depuis. Et ça date de septembre 1920. Les autres régions vont être progressivement réunies pour faire que la Syrie soit celle qu'on va connaître au moment de son indépendance. Mais vous voyez que la première démarche des Français a été évidemment, quand je dis évidemment, c'est manière de parler, de diviser pour mieux régner. C'est un vieux schéma. Et puis ici, on va en parler tout à l'heure aussi, vous avez la Palestine qui donc est sous contrôle britannique, avec des frontières très particulières sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Il y a eu tout un débat ici entre Français
et britanniques, car qui décidait de ces frontières? C'était les Français et les Britanniques. Il y a eu tout un débat pour savoir quelle serait la frontière ici. Et finalement, comme il y avait beaucoup de colonies juives ici, dans cette partie, on a, comme l'on dit souvent, un doigt qui pénètre un peu dans ce qui est maintenant le territoire libanais et qui fait ce contour de frontière très particulier, les Français n'ayant pas voulu céder pour que la frontière passe ici, comme on a pu le voir tout à l'heure, par rapport aux revendications sionistes. Alors ça, c'est une carte de Francis Balanche que je trouve très intéressante parce qu'elle résume bien tout ce qu'on vient de dire. C'est une sorte de synthèse. Et une synthèse où on voit les grands mouvements stratégiques. Alors, restons sur la France, puisque je vous parlais de la France. On voit mieux ici ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la France n'a donc plus le vilayet de Mossoul, qui était, souvenez-vous, dans les accords Sykes-Picot, dans ce qui était à la Syrie. On voit bien la ligne ici. Ensuite, ce que Francis Balanche met, c'est la poussée de la Turquie kémaliste, c'est par les armes. Eh bien, la question a été réglée. Les Français ne pouvaient pas être sur plusieurs fronts à la fois, et ils ont fini par trouver un accord avec Mustafa Kemal, et donc toute la Cilicie vient sur le territoire turc. Là, on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'émiettement des territoires, avec aussi, on le voit très bien ici, le Sandjak d'Alexandrette qui va revenir à la Turquie en 1939. Ça, c'est pour la France. Et ici, on va y revenir aussi, cet axe majeur que Francis Balanche a mis sous forme d'une flèche, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait impérativement, pour l'Empire britannique, que les Britanniques puissent aller du Golfe arabo-persique jusqu'à la Méditerranée. Il fallait qu'ils puissent maîtriser un territoire continu, disons de Basra à Haïfa, pour faire bref, pour des raisons stratégiques, pour des raisons commerciales, pour les raisons liées au pétrole, puisque le pétrole est ici. Et donc on a vraiment cet axe. Et après, les Britanniques, on va y venir, ont choisi de faire tel ou tel pays, en particulier celui-ci qui n'avait pas de réalité sociologique ou socio-historique, qui est la Transjordanie. Mais ce qui est important, vraiment, c'est cet axe qui était pour les Britanniques un axe absolument fondamental. Et puis l'autre axe fondamental pour les Britanniques, mais qui est finalement la même chose, c'est-à-dire le canal de Suez. C'est-à-dire qu'on a là les deux routes que les Britanniques veulent absolument pouvoir contrôler. Je suis clair? C'est bon? Ah oui, ça, j'adore cette photo. Nous sommes là, on passe du côté britannique. Je viens de vous parler de la France. Là, on va passer du côté britannique. Et donc, il y a désormais un mandat en Syrie, un mandat au Liban, tenu par les Français, par le général Gouraud. Le général Gouraud, qui était un personnage qui était très imbu de l'idée de l'Empire, enfin, qui entendait avoir une politique qui soit la sienne. Tout à l'heure, on aura l'occasion de revenir sur Gouraud. Et il a publié un livre. Un jour, il m'a écrit, le général Gouraud, pour me proposer un livre. Et c'était pas lui, c'était son neveu qui est aussi général et on a publié les mémoires du général Gouraud et on voit bien quelle était sa mentalité à l'époque. C'est tout à fait intéressant. Mais là, il s'agit des Britanniques et je trouve que cette photo, qui est donc la conférence du Caire de 1921, résume tout. C'est-à-dire que vous avez peut-être une quarantaine de personnes là. Et certains opposants les appelaient les 40 voleurs. Et cette photo, elle montre tous les personnages de l'Empire britannique et dans leur rapport au Moyen-Orient. Alors vous avez évidemment au centre Winston Churchill, qui est évidemment la grande figure à ce moment-là. Vous avez à sa gauche Sir Percy Cox, qui est le grand administrateur de l'Irak et qui va beaucoup travailler en Arabie et puis au Koweït. C'est vraiment un personnage clé de cette région. Ici, c'est Sir Herbert Samuel qui va devenir haut-commissaire en Palestine. Donc il est flanqué de ces deux hauts-commissaires. Ici, c'est Allenby. Là, c'est forcément, il doit être quelque part, c'est Lawrence, le colonel Lawrence.
Ici, j'allais l'oublier, c'est une personnage qui est extrêmement importante dans cette région à ce moment-là, c'est Gertrude Bell. Et Gertrude Bell, elle est beaucoup avec Cox en Mésopotamie. Bref, ce que je trouve fascinant, avec en plus ici sans doute un serviteur de je ne sais qui, et ce que je trouve fascinant, c'est qu'on voit là ces quelques personnages, ils ne sont pas nombreux, on est dans une démocratie, mais ces personnages font littéralement ce qu'ils entendent faire, comme ils le souhaitent, dans cette région. C'est vraiment l'Empire britannique qu'on voit en une photo. Et l'image suivante, si je me souviens bien, oui c'est ça, c'est quelques semaines après. Au cours de cette conférence du Caire, on a donc décidé de ce que deviendrait l'Irak, on a décidé ce que deviendrait la Jordanie, ou plutôt, on a fini par décider de créer un État entre l'Irak et la Palestine. On aurait très bien pu imaginer qu'il n'y en ait pas. Il n'y avait pas de réalité socio-historique qui exigeait qu'on ait besoin d'un État. Alors pour un certain nombre de raisons, finalement, les Britanniques, après de longs débats, décident qu'il y aura un État, et cet État va s'appeler la Transjordanie. Et ça tombe bien parce qu'ils ont deux fils à caser. Ils ont à caser deux des fils du shérif Hussein de la Mecque. Ils ont à caser Faisal qui s'est fait jeter de Damas par les Français et qui a été battu à Maïsaloun, vous vous en souvenez. Donc Faisal, on va le mettre sur le trône de Bagdad. Et Abdallah, l'autre fils, on va lui proposer de prendre la Transjordanie, qui est donc un État qui n'en est pas un, quoi. À ce moment-là, il doit y avoir quelques 200 000 personnes, enfin, je n'ai plus le chiffre exact, mais enfin, c'est... Voilà. Et cette photo, elle est prise à Jérusalem. Elle est prise à Jérusalem, vous retrouvez Churchill, vous retrouvez Lawrence et Abdallah. Et je trouve que ça résume très bien. On a donc ici l'Empire britannique qui va proposer à l'émir Abdallah, roi Abdallah, d'avoir un État qui va être en quelque sorte mis à l'essai pendant quelque temps. Comme ça va fonctionner, il va rester. Mais on a ici une image où le roi Abdallah suit ses tuteurs britanniques et il va se retrouver roi de Transjordanie. Son petit-fils Hussein va consolider. Et actuellement, on a, comme vous le savez, Abdallah II. Dans la conférence de San Remo, on a donc attribué, en 1920, on a attribué les différents mandats. Mais dans l'article 25 du mandat sur la Palestine, il y avait une réserve possible et on la met en œuvre. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va... il faudrait que j'ai la phrase suivante. Voilà, c'est celle-là. On va découper ce qui était en fait un territoire assez large, qui comprenait la Palestine jusqu'au Jourdain, mais ensuite à l'est du Jourdain. Et là, ce texte, c'est ce que les sionistes, par exemple, appellent le premier partage de la Palestine, c'est-à-dire toute la partie qui est à l'est du Jourdain, c'est-à-dire la Transjordanie, ne sera pas inclus dans le mandat sur la Palestine. On en fait un État à part. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse du foyer national juif ne s'applique pas au-delà du Jourdain. Hein, vous avez des phrases ici très claires. On enlève ça. Instituant le pays un tas de choses de nature à assumer l'établissement du foyer national. Là, il n'est pas question d'appliquer cette phrase à la Transjordanie. Bref, et de même l'article 7 initial, cette loi comportera des clauses à faciliter aux Juifs qui s'établiront en Palestine. Cet article-là ne s'applique pas à la Transjordanie. Donc ces deux dispositions essentielles qui, pour résumer, nous disent le foyer national juif ne s'appliquera pas, les principes de la promesse du foyer national ne s'appliquent pas au-delà du Jourdain. Voilà ce que signifie ce texte, qui est donc adopté en 1922. C'est un texte tout à fait important, là aussi, puisqu'il légitime la création de la Transjordanie et fait en sorte que le foyer national juif ne pourra pas se développer de l'autre côté du Jourdain. Alors ça, c'est une photo pour rappeler ce qu'était la Jordanie, mais ce n'est pas très intéressant. Je voulais simplement faire un point sur Mossoul pour montrer ce que devient l'Irak à partir du moment de sa création. La ligne initiale, avec les accords Sykes-Picot, passait comme ça. Et en fait, donc, ce vilayet de Mossoul était rattaché à ce qui allait devenir la Syrie.
Comme je vous le disais, il y a eu ensuite tout un contentieux avec la Turquie, parce que la Turquie souhaitait, il ne faut pas oublier que c'est très pétrolier cette région, hein, et donc la Turquie souhaitait que ça lui soit rattaché. Et finalement, il y a un arbitrage de SDN que j'évoquais tout à l'heure qui va faire que c'est rattaché à l'Irak. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette carte, c'est de voir que nous avons ici les découpages des vilayets de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les découpages administratifs. On voit celui de le vilayet de Mossoul et on voit le vilayet de Basra. Et il est clair que ça pose une question majeure et qui est très difficile, c'est la question du peuplement, de la cohésion nationale d'un ensemble comme ça, qui est quand même un ensemble où les histoires spécifiques de ces vilayets ont été assez différentes et qu'on réunit là en un seul État. Et si je continue mon raisonnement avec les peuplements, on voit le type de peuplement qui perdure aujourd'hui pour l'essentiel, c'est-à-dire au nord des Kurdes, au sud des chiites, et puis ailleurs des sunnites, avec évidemment des zones où il y a à la fois des sunnites et des chiites. Et nous sommes dans cette logique, dès cette époque-là, de manière très, très forte. Ça, c'est la coronation, le couronnement en Irak, donc de Faisal. Et cette photo, j'ai choisi, là encore, pour la même raison, c'est que vous avez le couronnement et vous avez l'Empire britannique qui est pas loin et qui regarde là. Il y a quelque chose de... Enfin, on pourrait commenter ça un peu comme l'on veut, mais enfin, c'est assez... vu d'aujourd'hui, ça fait vraiment caricatural, quoi, de voir l'importance de ces Britanniques qui naissaient... parce qu'en fait, l'État irakien va naître, mais en fait, il est très largement, évidemment, dépendant des Britanniques. Ça, c'est le petit-fils de Faisal, qui est Abdallah. Et Abdallah, il a 5 ans en 1939. En 1939, Hergé publie un superbe, pour ceux qui sont des tintanophiles, un superbe album qui s'appelle Pays au pays de l'or noir. Et il a dessiné un jeune garnement absolument impossible qui s'appelle Abdallah. Et ça, je trouve ça amusant de rappeler que peut-être Hergé s'est inspiré de cette photo pour faire son dessin. C'est l'image de fin de l'album. Alors, on vient de voir l'Irak, brièvement. Ça, on voit ici la Palestine. Alors, la Palestine, vous connaissez ça aussi, j'en suis sûr. Donc, on a les frontières qui ont été arrêtées après négociation avec les Français, c'est-à-dire ici, avec ce doigt de houlet, comme on dit, pour la région, puis ensuite ça suit le Jourdain, la mer Morte, et ici on a une frontière qui remonte en fait à 1906. C'était la frontière que les Britanniques avaient négociée avec l'Empire ottoman, de façon à ce que le Sinaï soit une sorte de zone de sécurité et de protection par rapport au canal de Suez. Donc on avait fait cette frontière qui remonte à 1906 et qui va finalement, à quelques bricoles près, même si elle a été discutée, va rester inchangée. Et la Palestine, vous en connaissez l'histoire. Il y a eu très vite des heurts violents entre les Arabes de Palestine et puis le mouvement sioniste. C'est un autre sujet très vaste. Et les Britanniques vont, quand ils ont ce type de difficultés, ils créent une commission, vous la connaissez certainement, c'est la commission Peel de 1937, et ils proposent un plan de partage avec ici un État juif. Le reste, c'est un État arabe. Et au milieu, c'est les Britanniques qui conserveraient le contrôle de cette zone. Donc, État juif, État arabe et contrôle britannique. C'est 1937. Et ce qui est important, c'est que nous avons dans ce partage une clause qui reprend un texte dont je vais parler un petit peu après. C'est l'échange de population. J'y viendrai tout à l'heure d'un mot. Il y a eu entre les Grecs et les Turcs des échanges de population dans des conditions terribles. Et il y a une convention qui date de janvier 1923. Et là, nous sommes en 1937. Et dans le texte du rapport Peel, on fait référence au texte de 1923 pour dire il faudrait que, comme l'ont fait avec beaucoup de sagesse les Grecs et les Turcs, et faire en sorte qu'il y ait des transferts de population et par conséquent qu'un certain nombre d'Arabes, parce qu'en fait c'était par rapport aux Arabes qui sont trop nombreux ici, puissent aller dans l'État arabe, puisque évidemment il y avait un déséquilibre démographique, surtout à ce moment-là en 1937. Donc ce plan de partage, évidemment, nous sommes en pleine guerre civile, nous sommes en plein conflit, et ça ne donnera évidemment rien
si ce n'est à attiser les craintes, notamment du côté des Arabes palestiniens, qui se disent mais on veut nous transférer. C'était un petit peu la crainte qu'ils pouvaient avoir. Ça, c'est ensuite le plan de partage que vous connaissez là aussi de 1947, cette fois-ci, c'est-à-dire le plan de partage des Nations Unies, où on voit le plan, l'État juif, l'État arabe, chacun en 3 portions, avec en principe à chaque fois des connexions. J'ai rappelé cette carte que vous connaissez tous, bien entendu, parce qu'elle permet de visualiser certaines questions, notamment toute la Galilée, qui était dans le plan de partage de 1947. Vous le savez, mais je vous le rappelle, elle était dans le plan de partage dans l'État arabe. Et puis la fameuse bande de Gaza, qui, à ce moment-là, juste avant la guerre, est quand même un territoire assez large, qui est évidemment lié à la partie centrale. Et on sait ce qui va rester après la guerre de 1948 de la bande de Gaza, c'est-à-dire juste cette bande-là. Parce qu'on se demande d'où ça vient, cette bande de Gaza, mais chacun sait que ça vient de cette époque et donc de la guerre de 1948. Bon, ça, c'est une carte que vous connaissez tous. C'est la suite, mais ça, c'est encore un autre sujet, je ne vais pas le traiter. C'est-à-dire que la Palestine de 1922, celle du plan de partage de Peel qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici, puis le plan de partage de l'ONU, puis la situation actuelle. Vous avez tous ça en tête. Et les frontières sont évidemment toujours pas fixées à l'intérieur de la Palestine. Les restes des frontières, si on fait le bilan, au nord, c'est une frontière qui est établie, avec la Syrie aussi. La Jordanie, ça a été consolidé par le traité de 1994, et celle-ci, elle date de 1906. Donc on est vraiment maintenant dans la question de la territorialisation et des frontières en Palestine, à l'intérieur de la Palestine. C'est un autre sujet, on fera une autre session là-dessus peut-être. Oui, je voulais aussi rappeler ce qu'était la réalité du territoire. Vous connaissez, ça c'est la Cisjordanie. En fait, tout à l'heure je vous montrais le territoire, mais en réalité si on met les zones A et B, on a ça, et les zones C c'est tout le reste. Et c'est une idée d'un journaliste, enfin d'un dessinateur et d'un cartographe du Monde Diplo, d'avoir fait cette carte. Il transforme ces zones en îlots. Et ça donne l'archipel de Palestine. Et mais c'est encore un sujet, voilà. C'est un autre sujet, mais je trouve que cette carte, j'ai choisi de vous la rappeler parce que vous la connaissez certainement. Alors, maintenant, il me reste dans les 3/4 d'heure ou l'heure qui me reste, c'est-à-dire dans les 10 minutes, on vient à la Turquie. Je pense que c'est très important et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, la Turquie. La Turquie va connaître, en fait, au moins deux traités. Il y a 2 textes majeurs. Il y a le traité de Sèvres et il y a le traité de Lausanne. C'est ça l'articulation. L'un est en 1920, l'autre est en 1923. Et dans le traité de Sèvres, dont vous avez ici la cartographie, vous voyez qu'on a littéralement dépecé la Turquie. Ici, on va faire un État kurde. Ici, enfin, c'est très... Tout ceci s'enchevêtre, parce qu'il y avait une partie qui devait être français, voilà, ici avec la Cilicie, un État kurde dont on n'a pas dans le détail les contours. Ici, ça aurait été l'Arménie. Là, ça devait revenir aux Grecs. Là, ça devait être internationalisé. Vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose de la Turquie au traité de Sèvres. Vous avez toutes les indications en dessous. Et ce traité de Sèvres, en fait, il est signé. Voilà la photo de la signature. Et j'aime bien cette photo aussi parce que vous voyez le représentant de l'Empire ottoman est là, en train de s'incliner symboliquement face à tous les représentants des puissances, et donc la France et la Grande-Bretagne. Il s'incline. Donc il signe, il est bien obligé de signer, mais il signe, mais ça ne sera pas ratifié. Ça ne sera pas ratifié parce que voilà, il y a Mustafa Kemal. Et on a un très bon exemple du rapport entre les diplomates et les soldats. Et c'est une ligne qui court pour chacune des questions qu'on a pu aborder. Les diplomates discutent autour du tapis vert qu'on a vu. En réalité, ensuite, ce sont les militaires qui s'emparent concrètement des choses. Et là, on a Mustafa Kemal sur un des fronts, parce qu'il y en avait plusieurs, qui est au milieu de ces soldats et qui va être celui qui va conduire au sursaut turc, qui va rejeter les Grecs, qui va rejeter les Français, qui va écraser les Arméniens. Enfin, vous connaissez cette histoire aussi. Et donc, on va être ensuite dans une négociation, après ces victoires militaires. On oublie le traité de Sèvres et on va être dans un nouveau texte qui est le traité de Lausanne de juillet 1923. Et cette carte, elle est intéressante parce qu'elle résume bien
ce qui a été gagné, ce qui a été perdu, ou plutôt ce qui a été gagné, parce que ce qui a été perdu, j'en vois beaucoup. Voilà, toute cette zone-là dont je vous parlais tout à l'heure, que les Turcs récupèrent, cette région-là aussi, toute la région ici, autour de Smyrne, où il y avait des Grecs orthodoxes, et puis le Sandjak Alexandrette qui va rester dans un statut indéterminé jusqu'en 1939, comme j'évoquais. Et donc se forge. Et puis, j'oubliais, ici, le territoire de Mossoul, qui était donc revendiqué par les Turcs et que la SDN, comme je l'ai déjà indiqué à 2 reprises, va donc attribuer plutôt à l'Irak. Donc voilà une carte qui résume très bien la situation, le retournement qui s'est produit en l'espace de 3 ans entre le traité de Sèvres de 1920, en août 1920, et le traité de Lausanne en juillet 1923, et dans des conditions militaires extrêmement dures, parce que Mustafa Kemal a dû combattre sur tous ces terrains en même temps, enfin, ou en tout cas de manière simultanée. Je tenais à montrer cette carte aussi, parce que quand on parlait, je reviens juste une seconde en arrière, quand je parlais de cette région de Smyrne, qui était promise aux Grecs, et c'est là qu'il y a eu des combats particulièrement lourds, et en fait, avec la victoire turque, on a eu cette convention donc de janvier 1923 qui est incorporée au traité de Lausanne de juillet 1923 et qui fait que, eh bien, on va échanger des populations. Donc en rouge, ce sont les Grecs orthodoxes qui sont obligés de partir. Alors, cet exode avait déjà commencé les années précédentes, car il y avait déjà eu une série de conflits très importants. Et ça va s'accélérer. Et avec la défaite des Grecs, évidemment, la situation va complètement basculer. Donc ce sont les Grecs orthodoxes qui sont obligés de partir par centaines de milliers. Et ce sont les musulmans grecs qui vont être obligés aussi de partir et d'aller s'installer en Turquie. Et ça va se faire en très peu de temps. Ça a dû être, pour ceux qui l'ont subi, un traumatisme absolu, puisque ils ont dû tout quitter. Et il y avait dans la convention de janvier 1923 une clause qui faisait perdre la nationalité de ceux qui partaient. Donc ils étaient obligés de partir. Mais en plus, en partant, ils perdaient leur nationalité. Et en plus, ils n'avaient pas le droit de revenir. Enfin, c'était des clauses vraiment tout à fait terribles qui sont... et ces clauses-là qui sont évoquées par la commission Peel, dont je vous parlais tout à l'heure, le plan Peel, dans le plan de partage que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, ça c'était ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Je voulais vous la montrer aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça. Mais ça, c'est le génocide de 1915. On voit toutes les zones, et surtout dans l'Est, qui a conduit à la déportation, puis à l'extermination de centaines de milliers d'Arméniens. Donc, si on fait le lien entre ce qui s'est passé en 1915 et ce qui se passe en 1923, ça signifie que les chrétiens, les Arméniens, les Grecs orthodoxes sont en fait chassés de Turquie. Et je prends cette carte qui l'illustre très bien. Vous avez cette carte, vous avez ici les populations. Alors c'est une carte très sommaire, hein, mais enfin ça donne juste une idée. Donc en bleu, ce sont les Grecs, et on voit que, et en jaune, les Arméniens. Et ce qu'il faut bien comprendre, sans oublier les Kurdes en marron, et d'autres minorités moins importantes, mais ce qui est important, c'est de voir qu'en 1923, ça veut dire qu'il n'y a plus de taches bleues, qu'en 1916, il n'y a plus de taches jaunes. Ça veut dire que, et là, il faudrait une autre journée de réflexion et de discussion sur la notion d'État-nation, quoi. Et là, on a pour la Turquie un État-nation, mais un État-nation au sens herderien du terme, c'est-à-dire qu'on chasse les éléments qui, ethniquement ou religieusement, sont différents. Et on construit un État-nation très, très turc en évacuant. Et dans le traité de Lausanne, il y a des dispositions sur les minorités, notamment les minorités kurdes, notamment sur la langue et tout ça. Et ces dispositions du traité de Lausanne qui veillaient à ce que les minorités soient respectées, ces
ces dispositions ont été complètement balayées, écartées au fil du temps par Mustafa Kemal. Et on sait bien que c'est la question kurde en Turquie, hein, qui demeure encore aujourd'hui, même si c'est plus tout à fait dans les mêmes termes, évidemment. Mais cette carte est très significative, je crois, de cette idée d'État-nation. Vous voyez que la logique de l'épuration ethnique, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, est à l'œuvre et aboutit à ce que, eh bien, aujourd'hui, la Turquie n'a plus de Grecs, n'a plus d'Arméniens, ou plus de manière significative, quoi. Voilà. Et on pourrait faire le même travail pour d'autres pays. Ça serait, je le répète, une autre question, quoi. La synthèse, la voilà. La synthèse, c'est une carte que j'ai prise, je crois, dans le Monde Diplo, enfin sur le site du Monde Diplo, mais qui permet de bien tout résumer. Je ne sais pas s'il y en a après, c'est la dernière diapo, je crois. Oui. Ça permet de tout résumer. Alors, parce que j'ai dit beaucoup de choses, et voilà, ça permet de faire une synthèse. Cette ligne-là, c'est l'Empire ottoman, tel qu'on l'a vu au tout début. Ensuite, les accords Sykes-Picot, c'est ici, au sud, et ça remontait jusque-là. Hein. Donc on a ici une première séquence, qui est la séquence Empire ottoman avec Sykes-Picot. Puis ensuite, on a eu toutes les évolutions qui sont passées en 1918, en 1923, c'est-à-dire en 1918, l'affaire de Mossoul de la Palestine. Et donc on arrive aux frontières contemporaines. On a ici la Turquie avec tout ce qui est, avec des hachures rouges, montre tout ce qui a été récupéré. C'est la carte qu'on a vue tout à l'heure, vous vous souvenez. Ici, c'est donc les frontières qui ont été progressivement établies. Et ici, la Palestine, avec cette incertitude dont on a parlé tout à l'heure. Et la Jordanie, on le voit bien ici, la Jordanie, qui n'existe pas là, c'est un ensemble, un même ensemble. La Jordanie qui sera donc créée pour faire une sorte d'état tampon entre l'Irak et les spécificités liées à la Palestine et en particulier à l'idée de foyer national juif. Alors, vous le remarquerez, j'ai pas parlé, parce que c'était juste une présentation, une introduction, mais je n'ai pas parlé de l'Arabie, mais je peux en dire un mot quand même, puisque la carte ici nous le permet. Tout ce qui se passe ici, c'est lié donc à tous les événements dont on a parlé, et on ne s'intéresse pas à l'Arabie. Alors une partie de cette zone est déjà britannique depuis le début du 19e siècle, c'est-à-dire tous les Émirats qui sont ici sont en fait déjà contrôlés par les Britanniques depuis le début du 19e, mais la partie centrale ici, elle est comment dirais-je, sous la souveraineté nominale de l'Empire ottoman. Mais évidemment, il va se passer un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais revenir une seconde, avec ici donc la grande famille, le shérif Hussein de la Mecque, et ses deux fils, trois fils, il y en a quatre même, mais les deux fils dont on a parlé. Et pour mémoire, je vous rappelle que la révolte arabe, elle s'est déroulée dans cette région jusqu'à la prise d'Aqaba, ici. L'histoire de l'Arabie, qui va devenir saoudite, est un autre chapitre, et qui commence en 1902, avec la prise de Riyad par Abdelaziz Ibn Saoud, et qui va, comme ces flèches le montrent, progressivement s'imposer un peu partout, au nord, au sud, et il va mettre pratiquement 30 ans, enfin pas pratiquement, 30 ans, pour que cet État devienne l'Arabie saoudite. Et les Britanniques, loin de les aider, c'est tout à fait compliqué, parce que ça dépend des moments, ça dépend des endroits, mais les Britanniques vont contenir l'avancée des Irwan liés à Abdelaziz Ibn Saoud, parce que, évidemment, Ibn Saoud aurait voulu aller le plus au nord possible. Notamment, il voulait avoir Aqaba, et Aqaba, les Britanniques avaient décidé que ça serait jordanien, et donc il y a une bataille qui a lieu où les blindés britanniques interviennent pour repousser les troupes des Irwan, pour empêcher qu'ils ne prennent Aqaba. Donc l'Aqaba, c'est jordanien, mais ça aurait pu être évidemment saoudien. Ici aussi, il y a toute une négociation dans cette région, qu'on voit mieux ici d'ailleurs. Une partie du Koweït est négociée par Ibn Saoud et Percy Cox.
il y a des accords au début des années 20 qui vont aboutir à ce qu'une partie de ce qui était théoriquement le territoire koweïtien revienne à l'Arabie saoudite. Ça, on a complètement oublié, mais c'est important de voir qu'ils ont pu monter, enfin que les Saoudiens ont pu monter assez loin ici. Et on voit toutes ces frontières sont liées souvent à des volontés saoudiennes et à des résistances britanniques pour qu'ils n'aillent pas trop au nord, mais ils ont quand même été dans certaines régions très au nord. Et dans cette partie un peu oubliée du Koweït, l'acceptation par les Britanniques était de dire à Ibn Saoud, d'accord, on vous en donne une partie, mais après c'est fini, vous n'en prendrez pas davantage. Et c'est un accord avec l'intermédiation de Sir Percy Cox. Il y a même des mémoires qui rappellent que Ibn Saoud était si navré qu'il se met à pleurer dans les bras de Sir Percy Cox. Je n'ai pas vu la scène, mais en tout cas elle est racontée par les collaborateurs de Sir Percy Cox. C'est peut-être pour mettre en avant Percy Cox. Quant au shérif Hussein de la Mecque, lorsque les Britanniques se retirent, après la guerre, en 1918-1920, les Saoudiens vont attaquer ce qui reste des forces du shérif Hussein et donc vont prendre la Mecque, Médine, et donc le shérif Hussein va s'enfuir. Et donc c'en est fini de la dynastie hachémite qui était ici à la Mecque. On a donc une création de l'Arabie saoudite, ou plutôt une Arabie qui devient saoudite entre 1902 et 1930, dans un schéma politique qui est très différent de ce qui se passe au nord. Et si je devais résumer, je dirais qu'au fond, il y a eu deux personnages qui ont su s'imposer dans cette période, deux entrepreneurs politiques face aux logiques impériales que j'ai évoquées et qui ont réussi. Au nord, c'est Mustafa Kemal qui a réussi à créer la Turquie contemporaine à tous égards. On parle de la Turquie kémaliste. Et au sud, c'est Abdelaziz Ibn Saoud. L'Arabie est saoudite. Et c'est intéressant de voir que les logiques au nord et les logiques au sud reposent évidemment sur les armes et sur la victoire des armes. C'est parce que Ibn Saoud avait les moyens militaires, et pour Kemal, c'est encore plus évident, qu'ils ont pu imposer ainsi ces frontières, alors que, pour reprendre Faisal qui prend Damas et qui ne résiste pas plus de 24 heures lorsqu'il s'agit de se battre contre l'armée du général Gouraud, et qui est donc battu et qui doit quitter la Syrie, et finalement il est repêché par les Britanniques pour aller à Bagdad. Voilà le schéma. Et je pense que pour conclure avec la conclusion, je trouve que si on s'attarde un peu sur tout ce qu'on vient d'évoquer là, brièvement, en une heure, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, c'est que c'est très éclairant pour la période contemporaine. Parce que finalement, d'une certaine manière, les problèmes que nous avons vus, les problèmes que j'ai rapidement survolés, ils sont complètement contemporains. Il suffit de reprendre ce que j'évoquais. La question de Mossoul, la question des Kurdes aujourd'hui, c'est la question du Kurdistan en Irak. Est-ce que le Kurdistan va devenir indépendant? Il l'est déjà de facto dans une large mesure. La question des Turcs en Turquie. La question kurde n'a pas été réglée en 1920, même si le traité de Sèvres évoquait la possibilité d'un État kurde, mais ce n'était qu'une possibilité, et on a vu la suite. Donc la question kurde, elle est présente comme elle était en 1920. Elle n'a pas été réglée en 1920, elle est toujours là. C'est pour ça que quelquefois, un peu sous forme de boutade, je dis « nous sommes en 1920 ». C'est une manière de parler, évidemment, mais bon, voilà. En Palestine, alors j'ai même pas besoin de faire de dessin, parce que la question palestinienne qui n'a pas été réglée dans cette période-là, elle l'est toujours, d'après mes informations. Enfin, ce matin, c'est toujours pas réglé, et je doute que ça le soit avant un certain temps. Les choses ont empiré, au contraire. L'Irak, dont je disais tout à l'heure à quel point ça avait été un collage très délicat entre vilayets très différents, avec des populations différentes, aujourd'hui, on voit bien quelle est la situation de l'Irak. La Syrie, il y avait des logiques nationales évidentes qui se sont construites. N'empêche qu'on voit qu'aujourd'hui, ces logiques nationales sont fragilisées. Le Liban, qui a été créé en 1920 avec la marginalisation des chiites, avec la participation des sunnites, on connaît le pacte entre les maronites et puis les sunnites, mais ensuite il y a eu marginalisation des chiites qui sont revenus en force avec le Hezbollah. Aujourd'hui, les paramètres contemporains sont les paramètres qui sont liés à ces décisions. Et de manière paradoxale, la Jordanie
qui était vraiment une création de nulle part, avec un personnage dont on a vu qu'il suivait Winston Churchill pour aller sur son trône, et bien finalement la Jordanie a une relative cohérence nationale par rapport aux autres. C'était apparemment l'État le plus artificiel, et pourtant c'est celui qui semble, mais je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que ça peut changer très vite, ça peut basculer très vite. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant de voir à quel point comment dirais-je, ces débats des années 20, ces décisions des années 20, ces rapports de force des années 20, eh bien, aujourd'hui, sont toujours présents. Parce que je crois que la conférence de la paix, de même qu'elle a provoqué la guerre en Allemagne, la conférence de la paix à Versailles, à Sèvres, tout ça, eh bien, au fond, ils ont préparé les malheurs du lendemain, puisque, au fond, rien n'a été fondamentalement réglé. Et ma position personnelle serait de dire, si on avait peut-être davantage tenu compte des volontés des populations à l'époque, eh bien peut-être qu'on n'aurait pas sombré dans ce chaos. Bien entendu, ça fait refaire l'histoire et ça sera pour une autre session. Je vous remercie.